On va passer ensuite à l'inflammation avec le professeur Bodaghi. On va peut-être faire les questions à la fin. Comme ça permettra d'être... Excusez-moi, donc je devais partir à midi. Si vous avez une ou deux questions sur la partie innervation, sinon de toute façon Vincent Borderie répondra pour moi. Merci. Merci beaucoup, Nassim. Alors, est-ce que je peux avoir... Voilà, très bien. Merci, Michel, pour l'organisation de la journée. Alors, j'ai peut-être le privilège d'être quelqu'un hors 15-20 qui vient parler quelques minutes d'un sujet qui nous est cher. Je voudrais, en préambule, remercier, parce que l'histoire remonte à longtemps, mais il y a une partie un peu plus récente depuis la mise en place du DHU, auquel nos deux structures ont participé. On a mis en place un certain nombre de collaborations et qui s'est poursuivi par l'IHU. Donc je remercie José Sahel qui a permis de faire cela avec les services de la même université. Et ensuite aussi Christophe Baudouin qui permet à l'assistance publique de participer. Et il y a quelques services qui sont concernés. Le service de médecine interne avec David Sadoun, mais aussi Florence Tubac et Isabelle Durand-Zaleski pour tout ce qui est aspect médico-économique. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ces personnalités avec nous. Alors, mon sujet, et Michel m'a dit d'aller vite, donc je vais faire ça. Est-ce que c'est plutôt ça Voilà, parfait. Donc voilà, quelques liens d'intérêt. Et puis je vais brièvement, j'ai essayé de me concentrer surtout sur l'immunothérapie des inflammations intraoculaires. Les inflammations intraoculaires, il y en a beaucoup, différents types. C'est ça qui fait leur difficulté en termes de prise en charge. Et c'est une quatrième cause de cécité, mais surtout chez des patients jeunes. Donc avec des problèmes en termes d'arrêt de travail, de complications, de handicap visuel chez des patients jeunes. Donc on a fait beaucoup de progrès. Il y a deux voies thérapeutiques, deux approches thérapeutiques actuellement, les approches locales, surtout avec des corticoïdes, et puis l'immunothérapie, qui a vraiment changé depuis une vingtaine d'années notre façon de prendre en charge ces patients. J'ai divisé la présentation en deux parties. Alors d'abord pour vous rappeler que la pathologie, la physiopathologie de ces inflammations est extrêmement complexe. On n'a pas un accès très facile, contrairement à la surface oculaire, à la cornée, au milieu intraoculaire. C'est ce vers quoi on veut aller et profiter des progrès qui ont été faits au niveau de la surface et de la cornée, mais ça reste un peu difficile parce qu'il faut aller prélever en intraoculaire. Mais vous voyez que les voies avec les différents types de médiateurs de l'inflammation sont extrêmement nombreuses. Alors depuis un certain nombre d'années, on connaît les anticorps qui permettent cette biothérapie, des protéines de fusion qu'on n'utilise pas parce que là on a bien compris que ce n'étaient pas les bons outils, mais surtout des anticorps, alors anti-cytokines, avec les anti-TNF qui sont maintenant connus de tous et qui sont largement utilisés. Alors je commencerai par d'abord les uveites chez l'enfant, parce que ça reste un point très important, notamment avec l'arthrite juvénile idiopathique et des enfants qui perdaient la vue il y a une vingtaine d'années, qui heureusement, depuis l'arrivée de cette immunothérapie et des anti-TNF, gardent la vue et ont beaucoup moins de complications, un type de glaucome et de cataracte. Mais la liste n'est pas complète, il y en a d'autres encore, le syndrome de Blow, le SINCA syndrome, ou alors certaines uveites intermédiaires. Voilà les complications chez l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles ont bien diminué, surtout grâce au diagnostic plus précoce, une prise en charge plus précoce et l'utilisation de cette immunothérapie. Et aujourd'hui, on sait qu'on commence par la corticothérapie locale et très rapidement, c'est le méthotrexate et on passe ensuite aux agents biologiques avec en première ligne les anti-TNF. Il y a eu deux études cliniques qui ont été menées. Une en Angleterre, c'est Sycamore. Une autre en France, c'est Adjuvit. Donc on a mené avec les collègues de Necker, et c'était une étude multicentrique, qui ont permis de comparer l'adalimumab au placebo et qui ont montré l'efficacité de l'adalimumab. Alors soit avec l'étude Sycamore, les Anglais utilisaient la lampe à fente. Nous, on a beaucoup utilisé le tindalomètre laser. Avec donc une sensibilité plus importante que la
biomicroscopie. Et ça nous a permis de montrer une différence entre les deux groupes, adalimumab et placebo, très vite, quasiment à 12 semaines. On a fait la différence. On a pu inclure moins de patients avec un résultat qui était similaire. Et les deux études ont permis d'obtenir l'AMM européenne et internationale pour l'utilisation de l'adalimumab dans cette indication. Il y a eu des discussions sur justement les aspects médico-économiques avec des publications qui ont été faites montrant que le bénéfice ne valait pas le coût, et avec beaucoup de réactions, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer au niveau international, pour dire que le bénéfice était quand même nettement important, il fallait en tenir compte. D'autres pathologies comme le SINCA syndrome, qui reste un syndrome assez rare avec une atteinte articulaire cutanée, neurologique et ophtalmologique, avec un œdème papillaire que vous voyez ici. Catherine connaît bien cette entité. Et on avait pu montrer que c'était absolument très significatif l'utilisation des anti-IL-1 pour contrôler cette inflammation, avec un essai aussi mené avec nos collègues de Necker, qui a permis vraiment de transformer le pronostic, non seulement visuel, mais fonctionnel et neurologique de ces enfants. Alors, on travaille actuellement, les questions chez l'enfant, c'est combien de temps? On sait que c'est efficace, mais combien de temps il faut continuer ce traitement par les anti-TNF? Est-ce qu'on peut les arrêter à un moment donné sans qu'il y ait de récidive? On a l'impression que c'est plutôt suspensif et pas curatif, comme beaucoup de ces immunothérapies. Et puis, il y a parfois production d'anticorps anti-TNF, il faut donc ajouter d'autres immunosuppresseurs plus conventionnels, dépister ces anticorps, parfois faire des switches. Donc quand ça ne marche pas, ça devient un petit peu compliqué, mais heureusement, ça a permis quand même de changer le pronostic visuel de ces enfants. La deuxième partie, c'est bien sûr l'adulte. Les enfants, c'est 10% de l'ensemble des inflammations intraoculaires. Et on aime bien ne plus retrouver ce type d'image qu'on voyait dans les années 70. Quand on annonçait un diagnostic de maladie de Behçet, eh bien, on savait que 75% des gens allaient être aveugles à 3 ans et demi, avec une atteinte qui était extrêmement sévère. Et depuis les premières publications sur les immunosuppresseurs conventionnels, il y a 2 agents biologiques qui ont vraiment transformé le pronostic. C'est l'interféron, avec, vous voyez, différentes régions et pays qui utilisaient l'interféron jusqu'à il y a quelques années, puisque la production a été un peu stoppée pour l'interféron immédiat. On a l'interféron pégylé. Et puis les anti-TNF, de nouveau, qui sont arrivés dès l'an 2000, avec une efficacité qui a été remarquable chez des patients qui avaient une maladie de Behçet. Vous voyez ici des vitrées qui s'éclaircissaient en quelques jours, ce qu'on n'avait jamais vu, même avec des bolus de corticoïdes. Il y a eu des recommandations qui ont été faites sur l'utilisation de ces anti-TNF dans le cadre de la maladie de Behçet. C'est Eulard qui proposait ces recommandations. C'était sous l'égide de l'Eulard. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est un œil rouge, soit un œil rouge avec une uveitis à hypopion, soit des lésions rétiniennes, vous voyez, qui peuvent être extrêmement sévères au pôle postérieur, avec un pronostic visuel rapidement engagé. On sait que là aussi, les injections et l'administration d'anti-TNF peut être extrêmement efficace. Donc il y a eu un papier qui est arrivé en 2016, alors que sur la clinique, on connaissait déjà l'efficacité de ces molécules, qui a montré que par rapport au placebo, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu chez l'enfant, on avait une efficacité qui était très significative avec l'adalimumab. Il reste quand même 28% des patients qui n'étaient pas contrôlés sous adalimumab et qui échappent à ce traitement. Surtout, on a appris progressivement que c'était les patients qui avaient surtout un œdème maculaire qui échappaient à ce traitement. Et donc, dans le cadre de l'œdème maculaire, il y a d'autres biothérapies maintenant qui sont proposées, notamment l'anti-interleukine 6, avec quelques publications qui ont montré son efficacité. Pour l'instant, il n'y a rien de très précis avec un essai de phase 3 permettant d'obtenir l'AMM comme ça a été obtenu pour les anti-TNF avec l'indication d'uvéite postérieure, l'uvéite touchant le segment postérieur étant de nature non infectieuse. On a 2 papiers récemment qui ont été publiés, l'un dans l'American Journal au mois de juillet. C'est une étude du network français qui se consacre à l'inflammation oculaire. Sur 330 patients, on a pu montrer qu'il y avait moins de risque de récidive, de rechute, quand on utilisait l'anti-TNF administré par voie intraveineuse par rapport à l'anti-TNF par voie sous-cutanée. On a été approché très récemment par une boîte
boîte qui fait des biosimilaires et qui nous a proposé donc de réaliser un essai, j'en ai parlé à Philippe Chomérifo, un essai qui pourrait comparer là cette fois-ci l'anti-TNF infliximab par voie sous-cutanée, parce que ça existe, pour voir si on peut obtenir la même chose avec un gain sur l'hospitalisation et la qualité de vie des patients. Donc voilà, là c'est simplement pour vous rappeler ces résultats de l'American Journal sur l'infliximab versus adalimumab, et on a eu la chance d'avoir un papier dans Ophthalmology cette fois-ci, toujours le French Uveitis Network, pour montrer que les anti-TNF avaient peut-être, les anti-IL-6 pardon, avaient un effet supérieur aux anti-TNF sur l'œdème maculaire, comme vous pouvez le voir ici. Alors ce ne sont pas des études qui sont prospectives, et c'est pour ça qu'on a commencé maintenant à mettre en place un certain nombre d'études prospectives. Là, l'anti-IL-17, juste pour vous dire que c'était une autre cible qui paraissait logique, mais qui n'a pas pu aboutir, parce que les études qui ont été jusqu'à présent menées n'ont pas permis de montrer de différences significatives et d'efficacité pour cette molécule, même s'il y a quelques controverses. Et il y a Acélérine qui propose maintenant un ligand trap de l'anti-IL-17, un essai de phase 2 qui va être mis en place sur le plan international et auquel on va participer. Peut-être qu'en utilisant l'anti-IL-17 autrement, on pourrait aboutir à des résultats. Les anti-JAK, qui étaient très à la mode, malheureusement semblent entraîner des complications. Donc je ne pense pas que ce soit la voie d'avenir, même s'il y avait du potentiel. Et voilà, là c'est le PHRC qu'on a obtenu l'année dernière, qui est en train de se mettre en place, justement pour comparer l'adalimumab, le tocilizumab, et puis le mycophénolate, qui est un immunosuppresseur conventionnel, pour voir est-ce qu'on peut avoir, chez des patients qui ont l'inflammation contrôlée, mais avec un certain degré de corticodépendance, est-ce que l'une de ces molécules peut s'avérer efficace pour éviter les récidives. La deuxième partie dont je voulais vous parler, c'est des études de cohorte. Donc je voulais remercier l'IHU qui a sélectionné ce projet pour qu'on puisse mettre en place une cohorte avec trois bras, le traitement systémique ou périoculaire ou intravitréen de corticoïdes, les immunosuppresseurs conventionnels et les agents de type biothérapie sur une durée de 24 mois. J'espère qu'on va pouvoir démarrer cette étude assez rapidement, et c'est une étude qui nous permet d'aller un peu plus au cœur de la compréhension non seulement de la maladie mais aussi des aspects médico-économiques, avec une biobanque qu'on essaye de mettre en place en collaboration avec l'IDV et les équipes qui vont nous permettre de faire justement des dosages de ces cytokines au niveau intraoculaire, voir si on peut arriver à contrôler à savoir si on a des modulations de ces cytokines en fonction de l'agent biologique qu'on utilise. L'anti-IL-6, simplement pour vous rappeler qu'il y a une étude actuellement de phase 3 qui est en place, qui se met en place et qui est menée par Roche sur l'utilisation de l'anti-IL-6 en intravitréen. Ce sera la première fois qu'on aura une approche de biothérapie dans cette indication en intravitréen, et j'espère que ça va marcher, parce que c'est vraiment une molécule qui est ciblée dans l'œdème maculaire, et on sait que la majorité de ces patients sont traités grâce à ce type d'approche, notamment d'anti-IL-6. Voilà, pour finir, c'est une indication encore qui reste à explorer, avec déjà des bons résultats, avec les anti-TNF qui existent, mais on veut aller plus loin pour aboutir à une médecine personnalisée en analysant les différents biomarqueurs et en essayant de proposer la stratégie qui est la plus adaptée, avec le moins d'effets indésirables que l'on peut espérer. Et voilà, je finis avec le congrès qui aura lieu l'année prochaine à Berlin sur justement cette inflammation, pas seulement intraoculaire, mais aussi de surface et de cornée. Et beaucoup ici dans l'amphithéâtre y participeront, notamment Christophe, que je remercie. Merci beaucoup.